On vient d'apprendre quelles sont les statistiques des étudiants étrangers qui sont venus travailler en France, étudier en France en 2022. Et alors, ces résultats sont à la fois très intéressants et malheureusement très inquiétants, en fait. Voilà. Il faut savoir qu'en 1980, la France était le deuxième pays de destination des étudiants étrangers dans le monde. Le premier, c'était les États-Unis d'Amérique. Le second, c'était la France, justement, en 1980. Je ne remonte pas à l'homme des cavernes. 1980, c'était quand même il n'y a pas très longtemps. C'était à la fin de la présidence Giscard. On était les deuxièmes du monde pour attirer les étudiants étrangers. En 2017, c'est-à-dire à la fin du mandat de François Hollande, eh bien, on était passé de la deuxième à la quatrième place, puisqu'il y avait toujours les États-Unis, mais c'était intercalé devant nous le Royaume-Uni et l'Australie. Donc on était tombé au quatrième rang. Et on a appris qu'en 2022, c'est les dernières statistiques qui viennent de sortir, elles mettent un petit peu de temps. En 2022, mais nous sommes passés, donc depuis 2017, c'est-à-dire depuis que Macron a pris les commandes de l'État, nous sommes passés de la quatrième à la septième place. Donc c'est une rétrogradation que l'on note absolument dans toutes les statistiques, sur le PIB par habitant, sur toutes les statistiques en fait. La France est en dégringole à toute allure. On est passé de la quatrième à la septième place. Il y a toujours donc les États-Unis, le Royaume-Uni et l'Australie. Et ensuite, il y a maintenant le Canada, l'Allemagne et puis la Russie. Il y a même la Russie devant nous. Pourquoi je dis l'Allemagne et même la Russie ? Parce que ce sont des pays qui ont des langues qui sont quand même beaucoup moins développées que la langue française. Je rappelle que la langue française, c'est quand même l'une des deux langues de travail des Nations Unies, avec l'anglais. L'allemand est une langue quand même qui est peu utilisée. Et la Russie, la Russie, c'est dans le monde, c'est dans toute la Russie et puis dans les anciennes républiques de l'Union soviétique, un petit peu dans les pays de l'Est, et puis c'est à peu près tout. Voilà. Donc la langue française est beaucoup plus développée au niveau mondial. Alors je vous dis ça pourquoi ? Parce que ça vous rappellera peut-être, ceux qui me suivent depuis longtemps, nous avons mené un combat en 2013, c'était il y a 12 ans. En 2013, il y a eu une dame qui s'appelait Madame Geneviève Fioraso, qui était ministre de l'Enseignement supérieur, et qui a lancé une loi, un projet de loi qu'on a appelé la loi Fioraso, dont l'objectif était d'autoriser l'enseignement dans les universités françaises et dans les grandes écoles françaises dans une langue étrangère. Ce qui est contraire à l'article 2 de la Constitution, puisque l'article 2 de la Constitution dit que la langue de la République est le français. Et donc il y avait eu une bataille un petit peu homérique, il y avait eu une bataille entre Madame Fioraso, le gouvernement, et évidemment, bien entendu, tous les partis du système, tous les médias du système, et puis quand même quelques-uns qui regimbaient devant ça. Il y avait eu, je crois, une quarantaine de députés socialistes qui n'avaient pas voulu voter ce projet de loi Fioraso. Il y avait M. Pouria Amir Chahi, qui est un socialiste d'origine iranienne, comme son nom l'indique, qui était vent debout contre cette loi. Et moi, j'étais en tant que l'UPR, on était encore petits à l'époque, mais en fait, nous étions opposés à ce projet de loi, parce que nous considérions qu'en fait, quand on disait que l'enseignement en langues étrangères, c'était évidemment une hypocrisie, pour ne pas dire l'enseignement en anglo-américain, ça n'allait pas être un enseignement dans une des langues vernaculaires de la Papouasie-Nouvelle-Guinée, ni en japonais, ni en telugu ou en serbo-croate. Non, c'était bien de l'anglais qu'il s'agissait. Et donc, nous avions dit que c'était finalement donner des gages à une culture dominante et que on n'a jamais raison de donner l'impression de se renier. J'avais expliqué, je me rappelle, il y avait une émission sur Canal 27, je crois, à l'époque, où j'avais été avec Christophe Ondelat. J'avais été invité, puisque j'étais davantage invité à l'époque que maintenant. Et il y avait eu un débat avec notamment le recteur de l'université de Toulouse 3. Il y avait eu également un journaliste du Monde. Et il y avait eu Madame Calixte Beyala, qui est une romancière camerounaise, et qui avait été là. Et j'avais développé mon point de vue, c'est que nous devions absolument défendre bec et ongle l'enseignement en français dans l'université française, parce qu'à partir du moment où on commencerait à enseigner en anglais, ça serait le début de la fin. J'avais d'ailleurs dit au passage que pour enseigner en anglais, encore faudrait-il qu'on ait un corps professoral qui parle un parfait anglais, ce qui n'est pas le cas. Voilà. Et que j'ajoutais aussi que lorsque
des étrangers choisissent de venir étudier en France, ben c'est aussi pour apprendre la langue française. Parce que si c'est pour apprendre l'anglais, ou si c'est pour avoir des cours en anglais, ben ils préfèrent directement, comme dit le proverbe, il vaut mieux s'adresser à Dieu qu'à ses saints. Ils préfèrent aller directement aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Australie, au Canada, c'est d'ailleurs ce qui se passe, plutôt que d'aller en France, que d'entendre dans une université, j'imagine à Toulouse, des universités, tous les professeurs toulousains, ou bien tous les professeurs strasbourgeois, ou bien amiénois, ou je ne sais pas où, parce que Mme Fioraso et Damien ne parlent pas forcément un parfait anglo-américain. Voilà. Alors, cette loi avait donc été votée. On m'avait, là aussi, moi et l'UPR, nous avions été traités, évidemment, de vieux schnock, de ringards, et c'est ça, que nous étions contre la modernité, que nous n'avions rien compris. Et j'ai retrouvé le texte qu'avait écrit Madame Fioraso pour présenter son projet de loi, parce que ça vaut vraiment la peine de le lire avec vous pour comprendre quelle est l'erreur de raisonnement qui se cache derrière. Je vous lis en gros ce qu'elle expliquait. Dans un long document, qui était un document officiel. Nombreux sont les étudiants de pays étrangers attirés par la France, mais l'obstacle linguistique dans les disciplines scientifiques, économiques et commerciales les empêche de venir. Au nom de quoi priverions-nous nos étudiants de contact avec des étudiants indiens, brésiliens, coréens ou indonésiens qui aujourd'hui ne viennent pas à cause de l'obstacle de la langue ? L'organisation d'enseignement en langues étrangères dans nos universités, en langues étrangères au pluriel, c'est une hypocrisie, c'était un mensonge. Il s'agissait d'en faire d'un enseignement en anglais. Que propose de faciliter la loi sur l'enseignement supérieur et la recherche, c'était la loi ESR, a notamment pour objectif d'apporter une réponse à la demande exprimée par les étudiants des pays émergents. Pour attirer davantage d'étudiants internationaux, nous ne devons pas faire de la maîtrise de notre langue un a priori pour la mobilité. Certains enseignements seront délivrés en anglais pendant la première partie des études de ces étudiants. Ce que nous voulons, c'est accueillir des jeunes qui ont une envie de France, des francophiles, pour qu'ils deviennent des francophones. Voilà. Alors ça, c'est vraiment intéressant, parce que c'est exactement ce qu'on appelle un faux raisonnement. Et les événements ont tranché depuis 12 ans. Depuis 12 ans, la France dégringole. Voilà. C'était censé attirer des Indonésiens, des Coréens, etc. Résultat, on dégringole encore plus vite. Voilà, on est tombé à la 7e place. Pourquoi c'est un faux raisonnement ? Parce que les Coréens, les Chinois, les Indonésiens, les Brésiliens, quand ils viennent en France, ils viennent en France. Ce qu'ils veulent, c'est une envie de France, comme c'est mis d'ailleurs dans ce texte. Ils n'ont pas envie d'entendre des enseignants leur baragouiner dans un anglais de bazar. Ils ont envie de connaître la culture française, mais la langue française. Et c'est un effort. On est dans une situation en France, de façon générale, où toute notion d'effort est considérée comme haïssable. Voilà. C'est pour ça que d'ailleurs on est en train on a désintégré notre enseignement. Allez donc dire qu'il ne faut pas faire d'efforts dans tous les pays confucéens de la planète. Allez donc dire aux Chinois, aux Japonais, aux Coréens, qui sont d'ailleurs les peuples qui ont les plus forts taux de QI, de quotient intellectuel, qui sont actuellement à la pointe de la recherche mondiale, allez dire aux Chinois que leur langue, leur écriture est beaucoup trop compliquée, qu'il faudrait tout supprimer, et qu'il faudrait... Voilà. Allez leur dire. Ils ne le feront pas, et ils auront raison, parce que, effectivement, ça nécessite un effort, et l'effort est la mère, justement, de l'intelligence, du progrès humain, du progrès des sciences. Et d'ailleurs, il y avait des scientifiques. Je rappelle que Claude Allègre était intervenu dans le débat qu'il y avait eu en 2013 pour dire un petit peu la même chose que moi. Claude Allègre, qui était un grand linguiste, expliquait justement que, à partir du moment, rien ne serait pire dans le monde que d'avoir des scientifiques qui parlent tous la même langue. Puisqu'une langue, ça véhicule une vision du monde, ça véhicule des raisonnements. On ne raisonne pas, on ne voit pas le monde de la même façon lorsque l'on parle en français ou lorsque l'on parle en anglais. J'ai déjà eu l'occasion de l'expliquer, par exemple, sur les affaires de genre. Vous savez que la langue anglaise, l'anglo-américaine, ne connaît qu'un seul genre. On dit a man, a woman, a boy, a girl. Comme par hasard, c'est le pays où s'est épanouie, justement, l'idéologie transgenre. Alors que nous appartenons à un rameau qui sont les langues latines, qui sont au contraire des langues extrêmement genrées. C'est un exemple parmi d'autres, bien sûr. Donc la question, et on pourrait dire des tas de choses aussi sur le japonais, le chinois, l'indonésien, etc. Le résultat des courses, c'est que les étudiants y votent avec les pieds. C'est-à-dire que plutôt que ils venaient en France en 1980, on était la 2e destination mondiale.
C'est pas parce qu'on donnait des cours d'anglais, c'est justement parce qu'on n'en donnait pas. C'est justement parce que la France était, en 1980 encore, une puissance rayonnante culturellement, et que beaucoup d'étudiants à travers le monde ne voulaient pas du tout anglais, ne voulaient pas du tout américain, voulaient au contraire se former à la langue de Molière, de Balzac, de Victor Hugo, à la langue de Louis XIV, de Clémenceau, de Charles de Gaulle. C'était ça qui intéressait les gens. Ça n'était pas d'aller en France pour apprendre un anglais de cuisine. Les faits ont tranché. Madame Fioraso et le gouvernement qui l'a promue avaient tort. Voilà. Et que si on veut attirer des étudiants étrangers en France, il faut tout simplement redonner de l'excellence à nos enseignements et non pas essayer de courir de façon finalement un peu enfantine pour essayer de singer l'oncle Sam.